Bonjour tout le monde, le cours d'aujourd'hui est celui des indications et contre-indications des extractions dentaires. Ce cours fait partie de 6 autres cours programmés dans ce module, qui sont, outre celui-là, la préparation psychologique et médicamenteuse du patient, suivi du cours des extractions simples, puis de celui des extractions compliquées, pour ainsi entamer le cours des prescriptions post-opératoires et finir avec la gestion des suites opératoires et des complications. Le plan du premier cours est assez simple, puisque nous allons traiter essentiellement deux grands chapitres, celui des indications avec les indications locales et générales, et celui des contre-indications. À l'issue de ce cours, vous devriez être capable de connaître les différentes indications des extractions, comment poser ces indications, quels sont les éléments qui nous guident vers la pose de cette indication-là, et enfin, vous devez être apte à juger de la conservation d'une dent ou pas, et ceci à travers les différents éléments diagnostiques, à savoir l'observation clinique et ces éléments, tels l'anamnèse, les examens cliniques exobucaux et intrabucaux, ainsi que les examens complémentaires, à savoir les examens radiologiques, mais aussi les examens biologiques. Il faut savoir que les extractions dentaires sont certainement les interventions chirurgicales les plus fréquentes au monde, et peut-être majoritairement les plus simples. Ceci dit, nul n'ignore que la dentisterie moderne prône les traitements conservateurs. Or, l'extraction dentaire est le traitement le plus radical, car il est irréversible, ce qui en fait l'ennemi juré des fondamentalistes conservateurs. Ces derniers essaient de recourir à tous les moyens possibles pour conserver les dents sur les arcades. Malheureusement, plusieurs patients ne leur facilitent pas la tâche, et ceci pour plusieurs raisons. Ce qui oblige le médecin dentiste à émettre un jugement radical assez délicat, après bien sûr confrontation des éléments qu'on a dit tout à l'heure et que je réitère vu leur importance, qui sont l'anamnèse, l'examen clinique et les examens complémentaires, à savoir radiologiques ou biologiques. Commençons le premier chapitre. Les indications des extractions dentaires sont classées en deux grandes catégories, soit les indications locales, soit les indications générales en rapport avec l'état systémique du patient. Pour ce qui est des indications locales, celles-ci peuvent être soit des indications dentaires, parodontales, infectieuses, prothétiques, orthodontiques ou en rapport avec des éléments spécifiques tels les lésions orales ou encore les troisièmes molaires. Commençons par les indications locales d'ordre dentaire. Il faut savoir que la carie dentaire qui entraîne un grand délabrement de la couronne est l'une des indications les plus fréquentes de l'extraction. Il y en a d'autres, comme l'atteinte du plancher, les fractures des racines, surtout la fracture verticale pénétrante. Des fois, on a un traitement endodontique, malgré son excellence, il y a toujours des symptômes. Et malgré qu'on fasse des apicectomies et tout, il y a toujours de la douleur. Donc, des fois, on est obligé d'extraire. Regardez ces diapos-là. On a ici sur cette 26 les racines qui sont séparées, comme sur la 16, par la gencive. Les racines cariées. On a une 15, on a une 25 qui est délabrée ici. Donc là, c'est clair. Juste par un examen clinique, on n'a même pas besoin de l'examen radiologique pour juger l'extraction de cette dent, l'indication de l'extraction de cette dent. Non, je dis juste pour juger. Mais on a besoin d'examen radiologique pour extraire, bien sûr. Encore sur cette diapo, on voit ici une racine cariée
Donc là, c'est une indication d'extraction parce qu'on n'a plus de couronne. Ici, on voit sur cette radio une racine avec une image radioclaire périapicale. Il n'y a pas d'espace pour mettre la prothèse, donc cette racine est à extraire. Voilà, sur cette panoramique, on peut voir plusieurs dents à l'état de racine, à savoir 7,8, 7,6, 7,5, 7,4, avec des images radioclaires périapicales, avec des élargissements desmodentaux, avec des images radioclaires interradiculaires. D'accord? Tout ça est en faveur de l'indication d'extraction. Maintenant, passons à la maladie parodontale, qui représente une autre raison, puisque dans la maladie parodontale, on a la destruction osseuse avancée, c'est-à-dire la lyse osseuse avancée. Que la maladie parodontale soit agressive ou chronique, c'est-à-dire que les lyses soient angulaires ou horizontales. Si cette lyse conduit à une perte, si l'inflammation conduit à la perte d'attache, à la lyse osseuse, aux récessions, ici on a une mobilité dentaire axiale de grade 4 par exemple, la dent peut être jugée à extraire. Regardez sur cette dia, on a deux photos, une de l'examen clinique et une de l'examen radiologique. Lors de l'examen clinique, on voit une inflammation gingivale associée à un très mauvais état bucco-dentaire, très mauvaise hygiène. On voit le tartre. On voit ici une petite lésion qui est l'épulus inflammatoire. Donc, on a ces deux dents qui ont été déplacées, sont devenues obliques. D'accord. Sur la radio, on voit une lyse terminale. D'accord. Ici, on a une lyse profonde. Donc, ces dents-là sont jugées à extraire, bien sûr avec l'exérèse de la lésion. Regardez encore sur cette dia. On a une lyse osseuse terminale. On a des dents qui ont bougé de leur place. On a aussi sur les dents, au niveau des dents maxillaires, une lyse osseuse terminale. On a sur cette 6 une égression associée à une lyse osseuse terminale. D'accord? Donc, ce qui a prôné en faveur de l'extraction de ces dents. Encore une lyse osseuse profonde à terminale au niveau de cette centrale et de cette latérale qui a été déviée par l'épulus. On a procédé à l'extraction des dents et l'exérèse de l'épulus inflammatoire. Maintenant, en ce qui concerne les indications infectieuses, plusieurs pathologies infectieuses qui surviennent à répétition, telles la parodontite apicale aiguë, l'abcès parodontal, la cellulite et d'autres lésions, peuvent être une indication, surtout si on n'arrive pas, à gérer l'infection. Par exemple, sur cette dia, on voit qu'au niveau de la 46, on a un abcès périapical aigu. Donc, malgré plusieurs tentatives de soigner cette dent, l'abcès est récidivant. Quand on fait une rétroalvéolaire, on voit qu'il y a une atteinte du plancher. Sur cette dia-là, à l'anamnèse, le patient nous rapporte plusieurs épisodes de tuméfaction et après il y a eu une fistule productive. À l'examen clinique exobuccal, on voit la fistule. L'examen clinique nous montre une huître délabrée, cariée, avec une gencive inflammée tout autour. Le patient a du mal à ouvrir sa bouche. À l'examen radiologique, on voit la couronne radioclaire presque dans sa globalité.
On voit une image radio-claire de taille importante en rapport avec les racines. On voit un élargissement desmodental. Cette dent n'est pas à conserver. D'ailleurs, après l'extraction de la dent, la fistule a disparu. Ici encore, on a une patiente qui s'est présentée avec une cellulite suppurée. L'examen radiologique montre une 7 avec élargissement desmodental et image radioclaire périapicale. On a une 6 avec une image radioclaire périapicale aussi et totalement absence de la couronne. On fait bien sûr le drainage de la cellulite comme premier traitement, car c'est un traitement d'urgence. Puis on procède à l'extraction différée après avoir mis la patiente sous antibiothérapie curative. Voilà un autre exemple de cellulite. On voit que la cause c'est cette là qui est délabrée et avec image radioclaire périapicale et entre les racines. Là-dedans, l'indication est d'extraire. Parmi les indications locales aussi, on a les indications prothétiques. Cette indication se fait en concertation à la demande de spécialistes en prothèse ou bien un dentiste qui travaille en pluridisciplinarité, il peut lui-même poser l'indication. Les différentes indications sont lorsqu'on a une dent qui présente un problème esthétique, sa forme ou sa teinte qui ne correspond pas ou là qui peut gêner la prothèse, la future prothèse. Lorsqu'on a des dents en forte agression ou bien lorsqu'on a des dents fortement versées, lorsque les dents gênent la stabilité de la prothèse. Par exemple, sur cette radio panoramique, on voit deux dents de sagesse enclavées. Ils gêneront la stabilité de la prothèse, d'où l'indication de l'extraction de ces dents-là. Des fois, on a une seule dent sur l'arcade, on est obligé d'extraire parce que cette dent, elle va gêner soit l'esthétique, soit la stabilité de la dent, de la future prothèse. Et bien sûr, des fois, on a plusieurs dents. On a plusieurs dents. Bon, quand je dis plusieurs, c'est inférieur ou égal à 4 dents qui restent sur l'arcade. Mais s'ils ne sont pas euh, dispersés de manière symétrique, ils vont gêner la future prothèse. Du coup, l'indication est d'extraire. Nous voyons maintenant les indications locales d'ordre orthodontique qui sont des dents de lait, des dents temporaires n'ayant pas subi de risalise, ou encore lorsqu'on a un manque d'espace sur l'arcade, on est obligé de sacrifier soit des prémolaires, soit des dents de sagesse, et ceci, c'est l'orthodontiste qui fait le choix. Des fois, on a des dents ectopiques qu'on ne peut pas mettre sur l'arcade. Maintenant, on va voir des indications locales par rapport à des situations spécifiques. On commencera par les indications en rapport avec la troisième molaire. Plusieurs accidents d'évolution des dents de sagesse ou des troisièmes molaires peuvent survenir et peuvent être récidivantes, telles les péricoronarites ou encore les lésions kystiques. Regardez sur cette dia, on voit une troisième molaire mandibulaire gauche qui est vestibulo-versée et qui gêne. Regardez les traces de morsure là et regardez le capuchon en dessus. Ici, on voit sur cette 48 la gencive qui est fortement inflammée. D'accord, le capuchon, regardez-le. La sonde, elle s'insère au-delà d'une dizaine de millimètres. Ce patient-là, il souffrait d'une péricoronarite. Donc l'indication de l'extraction s'est posée.
Des fois, les dents de sagesse peuvent être en rapport avec des lésions d'allure kystique, comme cette 38, regardez la lésion, ou encore cette 48, regardez l'image radio-claire tout autour. Encore une 38 incluse en rapport avec le nerf alvéolaire inférieur, mais aussi en rapport avec cette lésion monogéodique d'allure kystique, ce qui indique fortement l'extraction de cette 38. Des fois, on a des dents de sagesse qui sont enclavées et qui empiètent sur la couronne de la 7, entraînant des caries. Donc, pour l'hygiène, pour qu'il n'y ait plus de caries, pour pouvoir traiter la 7, on est obligé de passer par l'extraction de la 8. Alors, encore une dia qui montre un traumatisme de la joue engendré par la 8. Maintenant, passons aux indications locales spécifiques en rapport avec les lésions de la cavité orale. Regardez sur cette dia, on voit une image radio claire qui englobe le nerf alvéolaire inférieur. En fait, ici, on voit carrément une double lésion, une double image, en rapport avec cette canine et cette prémolaire. Lors de l'exérèse de la lésion, on avait posé l'indication de l'extraction de la prémolaire seule, mais au moment de l'intervention, on a jugé que la lésion était fortement amarrée à la 3 et qu'on ne pouvait pas la garder, au risque d'avoir une récidive. Du coup, on a posé l'indication d'extraction de la 3 et de la 4. Sur cette dia, on voit une très mauvaise hygiène bucco-dentaire, on voit une perte de substance au niveau de l'espace de la 15, d'accord, et on voit une 14 qui est très carriée, très délabrée. Ici, on a trouvé une actinomycose. Donc, on a essayé de cureter et de nettoyer le foyer. On a posé l'indication de l'extraction de cette dent-là et de cette 6 qui était fortement délabrée aussi pour essayer de contenir l'infection. Maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon sur les indications locales des extractions dentaires, passons aux indications générales. Il faut savoir que certains états de santé général de nos patients nous imposent l'extraction en raison des risques encourus sur le plan général, malgré que la dent soit conservable. À savoir, par exemple pour les patients à haut risque d'endocardite infectieuse, on ne peut pas faire un traitement endodontique sur une dent nécrosée. Donc, chez ces patients, l'indication est d'extraire la dent nécrosée. Pour les patients devant subir une radiothérapie ou bien un traitement par immunosuppresseur ou bien par un traitement au biphosphonate, des fois on a un laps de temps assez étroit pour assainir la cavité orale. Regardez, moi, sur cette dia, la cavité orale du patient. À première vue, on peut penser que les dents sont à conserver. Mais, quand on voit la radio, on a des lises de profonde à terminale. D'accord? Et le patient, il va subir un traitement par immunosuppresseur vu qu'il souffre d'un psoriasis résistant au traitement. Donc, on n'a pas pu conserver les dents. Maintenant, passons au second chapitre qui est celui des contre-indications des extractions dentaires. Pour ces contre-indications, ils sont aussi d'ordre local ou général et nécessitent
de prendre des précautions particulières. Parmi les contre-indications locales, ces contre-indications peuvent être relatives. Par exemple, on a une inflammation et une infection, on ne peut pas procéder à l'extraction puisque l'anesthésie, tout simplement, elle ne va pas prendre. Ou bien, il y a risque de diffusion de l'infection. Par exemple, moi, je vais extraire dans un terrain où il y a une cellulite. Je ne peux pas, parce que l'anesthésie, elle va faire diffuser l'infection. Donc, je passe d'abord par une motivation à l'hygiène, par une prescription médicamenteuse, et ensuite, je diffère mon extraction. Regardez là, on a une dent, et là, on a une tumeur. On ne peut pas procéder à l'extraction, parce que ça va donner un coup de fouet à la tumeur. Du coup, on diffère jusqu'au moment de faire l'exérèse de la tumeur, et on extrait. Pour ce qui est des contre-indications générales, elles sont le plus souvent relatives en attendant la stabilisation de l'état général ou la préparation du patient. Par exemple, un patient souffrant d'un diabète non équilibré, on ne peut pas lui extraire une dent alors que son hémoglobine glyquée est de 12. On envoie une lettre au médecin traitant et après l'équilibration de son diabète, il nous le renvoie pour l'extraction. Au cours d'une chimiothérapie, on ne peut pas faire l'extraction. On doit attendre au moins 21 jours, voir les NFS du patient et après on peut faire notre extraction. Enfin, ce qu'on doit retenir, c'est que il faut bien connaître tous les éléments afin de poser correctement une indication. Et bien sûr, respecter toutes les contre-indications et ne jamais s'aventurer à extraire une dent dans un terrain non équilibré. On a tout ce qu'il faut pour contacter les médecins traitants. Et bien sûr, je finis par vous dire qu'il faut très bien maîtriser votre démarche diagnostique. Cette dernière doit être réfléchie et que l'indication d'extraire ou de conserver doit être individualisée. Chaque patient, une indication. Ou plutôt pour chaque patient, pour chaque dent, une indication, soit d'extraire, soit de conserver.